pendant que vous vous installez et qu'on ouvre cette table ronde, je vais demander à la régie de passage d'un deuxième extrait du documentaire de Ben Salama, une histoire algérienne. Il y est question des camps de regroupement. Vous verrez les témoignages de deux anciens officiers français en Algérie que vous connaissez bien. Je ne sais pas ce qui se passe. S'il vous plaît. Merci. J'ai l'impression que les micros ne fonctionnent pas. Ça y est? Très faible. Est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression que les micros ne fonctionnent pas. On m'entend. Eh bien, vous allez continuer à m'entendre dans un instant, mais vous allez voir un autre extrait du film de Ben Salama, où il est question de camps de regroupement. Vous verrez les témoignages de deux anciens officiers français en Algérie que vous connaissez bien, en l'occurrence Pierre Jox et Michel Rocard. Voilà. Et puis, vous commencerez. C'était une politique systématique, les camps de regroupement. C'était fait pour, théoriquement, protéger les populations, en tout cas certainement les regrouper, généralement dans des vallées, et dans des zones faciles à contrôler, pour, un, qu'ils ne soient pas en contact avec les activités de la rébellion, deux, qu'on puisse, en toute conscience tranquille, avoir des opérations militaires dans des zones dépeuplées, en employant les procédés les plus barbares, comme par exemple, justement, ce qu'on appelait les bidons spéciaux, c'est-à-dire du napalm. Il ne faut pas oublier qu'on a voulu, pour les besoins de la guerre, créer ce qu'on appelle des zones interdites. Alors, qui sont constituées d'une façon brutale, inhumaine. Michel Rocard est l'auteur d'un rapport sur ces déplacements de population. C'est l'entourage d'un ministre qui choisira de le donner à la presse pour ne pas enterrer un tel scandale. Pour son enquête, Michel Rocard visite des dizaines de camps grâce à la complicité d'un officier, un ami qui l'attendait à son arrivée à Alger. Il est venu m'attendre à la descente du bateau. Il me dit, Michel, il y a quelque chose d'épouvantable, qui est qu'on déplace des populations. Personne n'en sait rien, il n'y a pas de nouvelles, la France l'ignore totalement. On est probablement déjà bien au-delà d'un demi-million. Comme c'est pas prévu, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas les nourrir. Et voilà comment, avec le lieutenant Bulnicourt, j'ai commencé, heureusement que j'avais amené ma voiture, sinon rien. J'ai commencé à explorer tous les week-ends, les entourages d'Alger et à visiter de notre propre chef des camps de regroupement. Alors il faut faire attention au vocabulaire, il ne s'agit pas de camp de concentration du tout. Ce regroupement, c'est un regroupement d'une population qui est, il n'y a pas de barbelés. Simplement, l'opération de regroupement les a séparés de leurs terres, et même de leur bétail, et même un peu de leur volaille. On n'a pas pu emmener tout. Et donc, on meurt de faim, tout bonnement. Les regroupements de populations rurales commencent dès 1957, quelque temps après le début de l'intensification de la guerre. Dans ma sous-préfecture de la basse vallée de la Soumam, 35 000 personnes sont concernées à la fin de l'année 1958, selon le rapport Rocard. L'horreur humaine est tragiquement banale. J'ai eu honte. Moi, je suis citoyen français et j'ai même la faiblesse d'aimer mon pays. J'ai eu honte, d'abord. Mais ensuite, l'horreur. Un jour, une femme inquiète est venue apporter son bébé, il devait avoir 5-6 jours peut-être, dans les bras du lieutenant qui commandait le regroupement. Et nous voyons le bébé mourir. Et le lieutenant confie le bébé à un soldat à côté, il dit, va l'enterrer, accompagné de la mère. Et je dis au lieutenant, la mort d'un enfant semble ne pas vous émouvoir beaucoup. Et il me répond, monsieur, c'est le 3e depuis 4 jours, si je devais m'émouvoir, je ne ferais plus mon métier. Et je vous parle d'un lieutenant honnête homme, le contraire d'un tortionnaire. Il se défonçait absolument comme il pouvait pour nourrir sa population. Je
je suis sorti avec une absolue horreur des conditions dans lesquelles tout ça s'est fait, et une certaine admiration du dévouement, de la droiture et de l'honnêteté de quelques officiers français qui, eux, ne déshonoraient pas leur drapeau. Les distributions de vivres à partir du printemps 1959 sont encore gravées dans la mémoire. Des moments où la joie le dispute à la tristesse. La divulgation du rapport Rocard, la mobilisation nationale et internationale ont contraint le gouvernement à débloquer des moyens pour secourir les populations déplacées. Mon avis est qu'il était mort de faim, 200 000 personnes, et en majorité des enfants. La majorité des enfants. Mais ça s'est arrêté à ce moment-là. On est allé jusqu'à 2 millions de regroupés à la fin, c'est-à-dire que c'était la moitié de la population musulmane rurale de l'Algérie. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Je me présente rapidement, je m'appelle Isabelle Mandreau, je suis journaliste au journal Le Monde, chargée de l'actualité du Maghreb. Je vais rapidement présenter nos intervenants par ordre alphabétique, en commençant par Matthew Connelly. Vous êtes professeur à l'Université de Columbia, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment L'arme secrète du FLN ou Comment de Gaulle a perdu la guerre d'Algérie, paru en 2011, et dans lequel vous développez une thèse originale puisque vous dites que la guerre n'a pas été gagnée par les armes, mais plutôt sur le plan international et psychologique. Monsieur Ali Haroun, vous avez été l'un des dirigeants de la Fédération de France du FLN de 58 à 62. Vous avez été membre du Conseil national de la Révolution algérienne, député à l'Assemblée constituante en 62, avocat. Vous avez été ministre des droits de l'homme en 91, puis membre du Haut Comité d'État de 92 à 94. Vous avez récemment publié en fait un important ouvrage au Seuil, la 7e wilaya de la guerre du FLN en France. Monsieur Abdelmajid Merdassi, vous êtes sociologue, professeur à l'université de Constantine, une ville que vous connaissez bien, sur laquelle vous avez beaucoup écrit, et vous avez publié un article remarqué dans Le Soir sur l'accord entre le FLN et l'OAS. Monsieur Gilbert Meignier, vous êtes historien, vous avez enseigné à l'université de Constantine, d'ailleurs. Vous êtes auteur de très nombreux ouvrages, notamment d'une histoire de l'Algérie assez complète, et d'un ouvrage aussi avec l'historien Mohamed Arbi, sur le FLN aux éditions Fayard. Et Monsieur Amar Mohand Amer, vous êtes maître de conférence au Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran, docteur en histoire. Vous êtes surtout un spécialiste du FLN et de l'ALN. Et vous allez justement publier bientôt un ouvrage sur le FLN à l'été 62. Voilà, je n'ai oublié personne. Donc, nous allons commencer à débattre, nous allons jouer un peu avec le feu, puisque nous parlons de l'inéluctable indépendance, mais avec un point d'interrogation de l'Algérie à quelques jours en fait, de la commémoration du 50e anniversaire de son indépendance. Je vais vous donner successivement la parole, peut-être en commençant un peu par un ordre assez chronologique, pour faire simple, mais je vous demanderai surtout de respecter les 10 minutes d'intervention pour chacun. Donc, Monsieur Gilbert Meignier, je vous donne la parole en premier, si vous en êtes d'accord, puisque vous vouliez nous parler pourquoi le 1er novembre 1954, finalement, tout commence. Bien. J'essayerai d'aller au-delà, naturellement, des assertions officielles françaises et de la presse de niveau lambda, qui représentait le 1er novembre 1954 comme l'émanation de la main du Caire, de Nasser, n'agissant que sur les directives de Moscou. C'était ça qu'on pouvait lire dans la presse régionale, du moins à l'époque. Or, les raisons de cette explosion de 1954, on les connaît maintenant. J'ai essayé de les classer pédagogiquement, je suis un vieux prof, en 9 catégories, en 9 paragraphes. D'abord, il y a la colonisation de l'Algérie par la France depuis la conquête. Nous savons que cette conquête fut violente. Il y a des historiens comme Jacques Frémaux qui ont montré qu'elle avait, avec les famines qui l'ont accompagnée, environ fait disparaître le tiers de la population de l'Algérie, à peu près 800-900 000 personnes sur 3 millions d'habitants, en comptant la grande famine de 1867-68 et les travaux de mon maître André Nouchy, qui a dirigé ma thèse sur le Constantinois, ont montré que c'était la paupérisation forcenée de ces paysans qui était en cause sur le plan long, sur le plan structurel.
Le deuxième point, c'est moins connu, c'est ce que j'appellerais le dépérissement culturel engendré par la colonisation. Il faut savoir que la colonisation française a confisqué les biens habous. En Égypte, on dit awqaf, c'est-à-dire les biens de main morte qui servaient à entretenir notamment un enseignement traditionnel, qui, pour traditionnel qu'il était, n'était nullement méprisable et qui scolarisait en effet un certain nombre de gens. Cela, ça a disparu, ça a été confisqué. Il y a bien eu une scolarisation française, mais je vous donne les chiffres officiels. Enfants algériens scolarisés en 1914, 5%. En 1954, autour de 15%. Bien, ça se passe de commentaires. La loi de 1905 sur la séparation du culte et de l'État n'a pas été appliquée en Algérie pour le culte musulman, puisque les imams et les mouftis ont été des fonctionnaires sous contrôle, des fonctionnaires bridés, de même que les marabouts ont été manipulés après 1871, après l'insurrection de 71, et plus ou moins recyclés en collaborateurs, souvent déconsidérés par la masse. Le troisième point, c'est ce que j'appellerais la discrimination et le racisme. On vous en a parlé tout à l'heure, Olivier Lecourt-Grand-Maison vous a parlé de 1875. Il faudrait ajouter la loi de 1881 qui édicte ce code de l'indigénat, donc qui légalise le régime déjà bien établi de l'arbitraire, des condamnations de l'exil forcé, dont Sylvie Thénault est une des spécialistes. Elle vous a parlé aussi du régime des communes mixtes opposé au régime des communes de plein exercice. Je rappelle que le Senatus Consulte de 1865, c'est avec Abbas, je parlais de ça lors de mon intervention tout à l'heure, il faisait des Algériens des Français, mais des sujets français qui n'avaient pas de droit politique, sauf et à condition de répudier le statut personnel musulman. Et après une enquête approfondie sur leur cas, ils pouvaient être admis comme citoyens français. Mais il y en a eu très peu, puisque au total, on estime qu'il y a eu près de 5 000, 4 000, 5 000 Algériens qui, à la veille de la guerre de 14, ont pris la nationalité française dans ces conditions. De toute façon, pour la masse musulmane de la société, ils ne pouvaient pas le faire. Ils étaient considérés plus ou moins comme des mtournis. On disait mtournis à Constantine. Oui. Oui. Mais je disais aussi Bouboudi. Oui, mais on ne disait pas aussi kafir. Non, bon, peu importe. Donc, comme des traîtres, comme des apostats, et de ce fait complètement déconsidérés. Bien. Je rappellerai qu'il n'y avait aucun député et aucun sénateur algérien jusqu'en 1946, alors qu'il y avait 6 députés et 3 sénateurs français d'Algérie. Dans l'Assemblée algérienne, des délégations financières en poste jusqu'en 1947, au statut de 47, il y avait 2 tiers de Français et il y avait 1 tiers, on appelait des indigènes, lesquels étaient d'ailleurs subdivisés, divisés pour régner, en un corps kabyle et un corps arabe. Et je rappellerai enfin que le statut de 1947, qui crée les 2 collèges, le collège français et le collège indigène, crée là aussi, poursuit une discrimination. Il y a à peu près 9 fois plus d'Algériens que de Français, ce qui veut dire que c'est un code, c'est un statut qui pour moi vaut l'équation coloniale 1 égale 9. Je dirais qu'il y a, 4e point, ce que j'appellerais le repli dans l'inentamé. La religion devint, elle était, mais elle resta et elle devint plus encore le civisme des Algériens, mais dans une bipolarité pour les gens qui étaient passés par l'école française et qui étaient séduits par cet enseignement, où la séduction et la répulsion se trouvaient ensemble dans un binôme. Le résultat, ça a été la trilogie célèbre de Cheikh Ben Badis sur l'identité algérienne. Nous sommes des musulmans, nous sommes des arabes, nous sommes des Algériens. Et comme me le dit assez bien mon vieil ami historien Mohamed Harbi, dès que les Algériens sont perdus, ils se réfugient dans l'islam. Fin de citation. Et ça converge à peu près avec l'expression de Jacques Berck, le bastion de repli que fut l'islam pour les Algériens devant la conquête et l'imposition coloniale. Le point suivant,
le cinquième point, c'est rapidement la naissance de l'idée indépendantiste nationale. Ce qui est frappant, c'est que cette idée d'indépendance, elle est née dans l'émigration, avec des gens, dans un milieu de gens qui étaient très majoritairement des Kabyles, et qui ont choisi, je vous laisse deviner pourquoi, comme chef, d'emblée, l'un des leurs, qui n'était pas du tout kabyle, qui était un tlemcenien parfaitement arabophone, et un citadin. On pourra discuter sur ce point-là. Mais ce qui me paraît intéressant pour l'historien, c'est que l'identité indépendantiste se crée dans l'exil. Et ça n'est pas quelque chose de forcément extraordinaire en histoire. C'est souvent en histoire, à l'extérieur ou sur les marges, que se créent les mouvements de reconquête et de résistance. Je vous rappelle le cœur des Hébreux du Vapensiero, du Nabucco de Verdi, où l'identité hébraïque s'exprime dans l'exil et par l'exil. Pour en rester aux Italiens, vous savez que Cavour, il était bien sûr un peu italien, mais de mère savoyarde. Son italien, il avait fait ses études à Genève. Et Garibaldi, il était niçois. Et Garibaldi, je crois savoir, par mes origines, que ce n'est pas une ville italienne, c'est une ville occitanophone provençale. Bien. Je passe. Sixième point, ce que j'appellerais le défi de non-possession des élites rurales. Les Français, la colonisation française, a fait en sorte de substituer à de vieilles familles de notabilité rurale des parvenus fonctionnalisés. Et les grands propriétaires terriens ont été surtout des Français, ce qui fait qu'il n'y a pas eu, à l'équivalence du Vietnam par exemple, une lutte de classe au sein de la société algérienne. La lutte de classe, elle a été une lutte nationale. Il y avait bien quelques francisiens, entre guillemets, jeunes Algériens enseignants, médecins, mais leur nombre était dérisoire. Et ces élites secondarisées, dépossédées du pouvoir, elles sont à la base des 9 chefs historiques du 1er novembre 1954. Ce sont presque tous, enfin 6 des 9, sont des élites rurales déclassées. Aït Ahmed, Boudiaf, Ben Mehdi, Ben Boulaïd, Ben Bella, relativement, Krem Belkacem, enfin fils de garde champêtre, et les autres sont ceux que j'appellerais des fabriqués par le parti, ce que les Anglais appellent les Pati Medmen, Kheder, Bitat, et on ajoutera des douches mourades. C'était le seul citadin, mais enfin un citadin de fraîche citadinité. Tous les autres, c'était des ruraux. Bien. Donc, la lutte pour l'indépendance est très largement en rapport avec cette dépossession, cette expulsion d'élites rurales qui ont envie, qui veulent recouvrer le pouvoir que la colonisation leur a fait perdre. Le 7e point, c'est les blocages coloniaux. Là, je n'insiste pas, tout le monde le connaît. Je rappelle que le service militaire obligatoire a été imposé en 1912 avec pour promesse plus ou moins vous aurez la citoyenneté, vous serez des Français, et puis ils ont eu que dalle. Ils ont eu en 1919 la loi Jonard qui a été absolument dérisoire. Vous savez que le projet Blum-Violette de 1936 n'a jamais été appliqué, tout simplement parce qu'il n'a jamais été discuté aux chambres, d'où la nationalisation de gens comme Ferhat Abbas, les amis des manifestes et de la liberté, avec les résultats qui s'en suivent et que vous connaissez. Bien. Il y a eu un certain nombre de détonateurs précurseurs. Il y a eu toutes les insurrections depuis 1871. La grande insurrection des Aurès de 1916-17, j'y ai passé 3 ans pour l'étudier pendant ma thèse, qui est de loin une des plus importantes et que personne ne connaît. Et cela débouche sur le drame de mai 1945. On sait que le général Duval, qui avait dirigé la répression, aurait averti « Je vous ai donné la paix pour 10 ans ». À 6 mois près, ce n'était pas trop mal calculé. Vous savez que l'insurrection libératrice a éclaté le 1er novembre, mais elle a éclaté, et je termine vraiment là-dessus, sur fond de crise du parti indépendantiste MTLD. La crise de ce parti, l'explosion en 1954 du MTLD, cela signifie que devant les blocages politiques coloniaux, il y a aussi blocage politique du côté algérien. Le résultat, c'est les tentatives du CRUA, c'est le comité des 6. La seule voie possible, c'est la voie des armes. Comme le disait Mouloud Feraoun dans son journal, maintenant c'est terminé, il n'y a plus rien à réformer. L'indépendance était inéluctable et elle a abouti, vous le savez,
à cette indépendance par la voie polique, on l'a signalé tout à l'heure, beaucoup plus que par la voie des armes, même si elle a été initiée par la commotion initiale des armes, et elle a donné lieu, malgré le triomphe des civils, à un pouvoir largement militarisé, comme le montre très bien mon ami Majid Benchir dans son ouvrage « L'Algérie, un système politique militarisé ». Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Meignier. Vous êtes presque dans les temps, c'est parfait. Pas tout à fait. Pas presque. 11 minutes. Monsieur Mohamer, vous vouliez nous parler de l'esprit des accords d'Évian, qui sont souvent en fait une date importante ici en France, un peu moins d'ailleurs en Algérie. Vous nous direz peut-être pourquoi. Je vous remercie. Vous avez raison de dire que les accords d'Évian et l'année 62 restent une date importante en Algérie comme en France. En Algérie, 1962 est perçu sous un double prisme. Celui plus important est... Donc le plus important est celui du recouvrement de la souveraineté nationale, mais aussi celui des difficultés qu'a eu le FLN historique et les institutions issues du même FLN en 62 à dépasser leurs contradictions et taire leurs dissensions. Cette situation ayant lourdement hypothéqué les premières années de l'indépendance, notamment sur les plans politiques et institutionnels. En France, 62 est plus synonyme, du moins dans les représentations les plus visibles et les plus démonstratives, du départ forcé, entre guillemets, d'Européens d'Algérie vers la France, de l'enlèvement des Européens, de ce qui s'est passé le 5 juillet 62 à Oran, ou des représailles dont ont été victimes les harkis. Le terme harki, je l'utilise ici dans un sens extensif. Il regroupe tous ceux qui, pendant la guerre d'Algérie, ont été considérés par le FLN ou par une partie de la population algérienne comme pro-français et hostiles au projet de l'indépendance nationale. Cette définition reste bien sûr assez réductrice compte tenu de la complexité de la situation en 62. Autre chose par rapport à ces accords, ils ne furent ni une honteuse capitulation sans défaite de l'armée française, comme on a pu le lire dans beaucoup d'ouvrages et d'affirmations, et non plus un obstacle à une victoire militaire de l'ALN, l'Armée de libération nationale. C'est une thèse qui a été dite au lendemain de l'indépendance. Les historiens savent qu'en 62, la résolution du conflit ne pouvait être que politique, l'option militaire ayant montré ses limites. Les accords d'Évian sont donc un compromis politique dont le but est à la fois de répondre aux revendications principales du FLN, souveraineté nationale, intégrité du territoire, union de la nation algérienne. Je rappelle que ces revendications sont contenues dans la déclaration du 1er novembre 1954. Et en même temps, offrir des avantages économiques et militaires au gouvernement français, des garanties aux Européens d'Algérie et aux musulmans qui croyaient au projet d'une Algérie française, ou tout simplement ceux qui se sont retrouvés pour une raison ou une autre dans ce camp à l'indépendance. Ce pari pouvait... Ce qui caractérise les accords d'Évian, c'est que, comme l'a écrit Raymond Aron en juin 1962, ces accords pouvaient réussir. Il y a cette espérance que dans une situation très compliquée, ces accords pouvaient permettre à l'Algérie de dépasser ce cap dans des conditions les plus acceptables possibles. Ces paris pouvaient réussir car ces accords offraient les outils adéquats à sa réussite. Le temps, donc une période transitoire qui allait être mise pour mettre en place les institutions en Algérie et aussi pour permettre aux Européens d'exercer des droits exceptionnels pendant une période de 3 ans. Les autres moyens, c'est des outils politiques et militaires et aussi des engagements bien affirmés, notamment sur des questions principales, notamment celle de l'amnistie et du pardon aussi. Comme je viens de le dire, c'est une situation assez difficile car les négociateurs à Évian étaient confrontés à des défis. Je cite 3 pour aller plus vite. Le plus urgent, c'est l'obstacle OAS.
L'OAS, ce n'est pas une affaire franco-française, c'est une affaire aussi franco-algérienne. L'OAS a été un acteur incontournable, un acteur majeur en 62 et même avant et même après en France. Et c'est une organisation militaire qui a fait preuve d'une grande efficacité meurtrière dans son action, ses principales cibles étant des civils, les Algériens dans leur globalité et les Européens libéraux, les libéraux européens. L'autre plus grand défi technique et symbolique à la fois, comment faire cohabiter deux armées, une armée française de 400 000 et l'armée de libération nationale sur le territoire algérien pour une période qui allait au-delà de 62. Et le défi le plus problématique et le plus difficile à atteindre, c'est créer les conditions objectives qui puissent garantir une coexistence pacifique, un vivre ensemble, comme on le dit aujourd'hui, entre tous les habitants d'Algérie. Aujourd'hui, grâce aux archives en France, mais aussi en Algérie, donc j'ai pu consulter les délibérations du Parlement du FLN, le CNRA, à la veille des Vion, donc après les Rousses. Et là, on peut comprendre comment ces négociations ont pu être menées, souligner les appréhensions, les malentendus et tous les obstacles qui ont surgi. Mais ce qui est important, et c'est le titre de mon intervention, l'esprit. Est-ce qu'il y avait un esprit à Évian, l'esprit d'Évian? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est avant tout une réelle volonté des deux parties de mettre fin à la guerre. Mettre fin à la guerre, ça ne veut pas dire l'indépendance, c'est vraiment arrêter la guerre. Parce que la violence, la guerre entre l'armée française et l'ALN et aussi les conséquences sur la population. C'est le sens à donner au blanc-seing qui a été donné aux négociateurs algériens par le FLN. La quasi-totalité des dirigeants du FLN ont accepté le pré-projet des accords d'Évian. L'esprit d'Évian, c'est aussi la confiance rétablie. N'oublions pas que Évian vient en dernière étape de toute une série de pourparlers officieux et officiels, de rendez-vous ratés, d'événements politiques de grande ampleur qui pouvaient provoquer des ruptures irréparables. Je pense à l'affaire Sissalah. L'esprit d'Évian, c'est aussi le fait que le gouvernement français reconnaisse le caractère national du peuple algérien et de l'intégrité territoriale de son territoire, ce qui rend caduque tout projet de morcellement, de partition de l'Algérie sur des bases communautaires ou ethniques. Et de ce fait, neutralise la stratégie de l'OAS et tous ceux qui prenaient d'autres solutions en dehors du cadre gouvernement français, Front de libération nationale. L'esprit d'Évian, c'est aussi une projection d'avenir, une vision, un projet qui saura faire oublier les affres de la colonisation et les blessures de la guerre au profit d'une Algérie post-indépendante nouvelle. Ce projet a bel et bien existé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu, après de grandes tragédies en Algérie en 1962, qu'aujourd'hui on nie ce projet. Au moins au niveau des négociateurs du FLN, ce projet d'une Algérie, je ne sais pas si ce terme est adéquat, fraternelle, existait. Au niveau de la population, c'est une autre histoire. 10 minutes, je ne pourrais pas l'expliquer, mais au niveau du négociateur, ce projet existait. Ce projet est sérieux dans sa conception. Il s'appuie sur des bases solides, sur des institutions solides, un gouvernement de fait qui est l'exécutif provisoire qu'on connaît peu, mais qui était la seule autorité légale et officielle pendant cette période, c'est-à-dire de mars jusqu'à septembre. Donc ce n'était pas le FLN qui décidait. Je pense tout à l'heure, M. Ali Haroun va nous parler du FLN en 1962, mais c'était cette autorité qui était formée du membre du FLN, mais des membres de la société civile algériens et européens, il ne faut pas l'oublier, et aussi ainsi qu'une armée. La force locale, c'est une armée. Et qu'est-ce qui caractérise cette armée? C'est qu'elle est constituée d'Algériens musulmans qui étaient dans l'armée française. Le service national a été aboli en Algérie qu'en mars 1962. Donc c'était des Algériens qui étaient des appelés dans l'armée française qui vont former cette force locale de 40 000 qui pouvait être, dans le Nord, pouvait aller jusqu'à 60 000. Donc, l'objectif de cette force, bien sûr, c'est le maintien de l'ordre, la lutte contre l'OS, mais surtout un rôle symbolique et psychologique rassuré, c'est-à-dire remettre de la confiance dans les relations
la relation entre les communautés, surtout après cette année 62 où l'OAS a été, comme je viens de le dire, un acteur principal. Je passe rapidement sur pourquoi le FLN refuse la double nationalité aux Français après les 3 années, car il considère que le fondement de cette indépendance, c'est le retour à la souveraineté nationale. La thèse du FLN, c'est qu'en 1830, l'Algérie préexistait. Donc en 62, ce n'est que le retour à la norme, la nation, la personnalité algérienne ayant été, entre parenthèses, mise sous le boisseau par le colonialisme pendant 132 ans. À l'indépendance, l'Algérie retrouve sa souveraineté. Elle ne pouvait pas avoir une souveraineté à minima, c'est-à-dire une souveraineté pour des Algériens et des Français qui avaient tous les droits dans un cadre politique. Dans la société, c'est autre chose. Le rapport avec l'autre, l'altérité, donc c'est plus complexe. Mais au niveau des négociateurs, c'était ça la thèse avancée. Alors, une question importante, est-ce que le FLN souhaitait-il le départ en masse des Européens? La réponse est non. Ce témoignage, je cite rapidement un témoignage d'un des plus prestigieux chefs du FLN, Bentobel, et l'un des plus pragmatiques. Voici ce qu'il disait à Jox en mars 62. Nous avons besoin de certains Français qui doivent rester chez nous. Nous le revendiquons parce qu'ils ont l'expérience que nous n'avons pas, mais nous avons besoin de leur aide, mais pas des gros colons. Selon lui et selon d'autres témoignages et d'autres archives, le chiffre, on pensait que 500 000 Européens au minimum allaient rester en Algérie en 62. On sait qu'il y a eu un départ massif après. En mars 62, ce chiffre était loin d'être fantaisiste. Rares ceux qui tablaient sur un départ massif des Européens à cette époque. Là, je dois être précis, on est toujours au niveau des négociateurs. Mais dans la société, une chose est sûre, tous les Algériens ne souhaitaient pas qu'1 million de Français allaient rester. Le témoignage que j'ai fait, donc on voulait que beaucoup de Français partent, mais pas 8 sur 10. Même au niveau de la population, même au niveau des maquisards à un certain niveau. Plus on montait dans la hiérarchie, plus il y a une autre vision plus positive, plus constructive. Ce qui importait le plus aux habitants de l'Algérie, c'était pas vraiment les Européens, mais d'arrêter la guerre, que les prisonniers soient libérés, le retour des réfugiés très nombreux. Et c'est pour cela que la fin de la guerre, c'est pour ça que le mars est très important en Algérie. Pendant une longue période en Algérie, on a complètement occulté cette période, donc on s'est concentré sur l'indépendance, mais la fin de la guerre a été célébrée dans une grande liesse, dans les douars, pas dans les villes, parce qu'il y avait le couperet, le OAS, qui avait menacé de transformer ces villes, Alger, Oran et Bonn, si les Algériens sortaient, mais dans les douars, dans les villages et aussi dans les maquis, ce qui est important. L'ALN de l'intérieur a accepté et a été soulagé de la fin de la guerre. Parce que cette année, c'est trop dur. Cette année, les Algériens ne sont pas belliqueux par nature. Eux aussi voulaient rentrer chez eux, voulaient revoir leur famille, voulaient vivre une histoire, une vie normale. Monsieur Morand-Amer, il faut conclure. Oui, je vais conclure. Donc, ce pari a-t-il réussi? En 2 minutes, sur le plan des institutions, la passation a été faite dans de très bonnes conditions. 3 juillet, les Français remettent le pouvoir à l'exécutif provisoire. Le 20 septembre, à l'Assemblée nationale, il y a eu peu d'incidents entre les deux armées, il faut le souligner. Maintenant, revenons peut-être à la question la plus importante, celle des violences. Des violences en 62, oui. Il y a eu des violences, il y a eu ce qui est arrivé au Harki. Maintenant, il y a 2 choses à dire. Aucun texte du FLN, du GPRA, du bureau politique n'appelait à des représailles contre les Harkis. Par contre, et au niveau des wilayas, il y a des directives allant dans le sens de la vengeance et des représailles. Ces directives existent. Mais il y a aussi des directives d'autres wilayas qui prônaient le pardon et demandaient aux moujahidines de faire attention à ne pas heurter la susceptibilité des Harkis. Existe également. L'historien doit citer les deux. Souvent, dans certains livres, on cite que la fameuse directive de la wilaya 5 et pas les autres.
Donc, une chose est avérée. En signant les accords d'Évian, les dirigeants du FLN et de l'ALN étaient dans une logique d'apaisement. Les concessions qu'ils ont dû accepter en sont la preuve. Si le pari d'Évian n'avait pas été tenu, je pense que c'est dû, entre autres, à l'accumulation des ressentiments qu'une guerre dure a encore attisé. Sortir de 132 ans de colonialisme sans séquelles serait une gageure. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Mohamer. Monsieur Ali Haroun, vous avez été l'un des acteurs de cette histoire importante, mais vous avez choisi de nous parler du congrès de Tripoli du 26 mai au 6 juin 62 et la fin de la guerre du FLN historique. Merci. Vous avez entendu, mesdames, messieurs, des spécialistes, des historiens, des chercheurs. Je n'ai pas la prétention d'avoir leurs compétences. Je suis devant vous un peu comme acteur et témoin d'événements. Un événement très important dont les historiens ont peu parlé, parce que il est évident que les Algériens n'en ont pas parlé. Ils ont agi pour je ne dis pas qu'on a voulu l'éliminer de l'histoire, mais on a eu une certaine pudeur pour en parler. On peut aimer son pays, on doit aimer son pays. On peut, et on doit, parfois, dans certaines circonstances, mourir pour lui. Mais mentir, non. Alors, je crois qu'il est temps, 50 ans après, que ceux qui sont au courant de certains faits importants puissent le laisser à l'histoire. Peut-être que ce qui va être dit ne sera pas du goût de tout le monde. Peut-être qu'un témoin est témoin d'une face de la vérité. La vérité a toujours deux faces. C'est celle que on a pu voir du côté où je me trouvais. Donc, nous allons parler en 10 minutes d'une période très courte, du 27 mai 62 au 6 juin 62. Et au cours de cette période, il n'est pas question, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis ce matin, des rapports algéro-français. C'est un problème algéro-algérien. Que se passe-t-il? Le cessez-le-feu a lieu le 19 mars 62 et la direction du FLN estime qu'il était temps de se retrouver dans un congrès extraordinaire pour, d'une part, prévoir quel sera l'avenir de l'Algérie indépendante, qui allait être indépendante donc dans 3 mois, et d'autre part, quel va être l'avenir du parti du FLN, qui était le parti, j'allais dire, exclusif, même s'il y a eu le MNA, s'il y a eu la troisième force, s'il y a eu des tentatives de De Gaulle de créer d'autres interlocuteurs. En fait, la discussion à Évian a eu lieu entre le FLN, le GPRA plus exactement, représenté par le FLN, et le gouvernement français. Donc, le Congrès se réunit le 27 mai 1962. C'est un congrès extraordinaire. Il a pour but de discuter 2 points. Les congressistes sont saisis de 2 textes. Un texte qui s'appelle le projet de programme, qui avait été fait à Hammamet, c'est-à-dire en Tunisie, et qui deviendra ensuite, une fois adopté, le congrès de la plateforme de Tripoli. Plateforme de Tripoli, quand elle aura été adoptée par le Congrès. Et puis, un autre texte relatif au parti, le parti futur, c'est-à-dire le parti du FLN, le bureau politique et la manière d'implanter le parti dans l'Algérie indépendante dans un mois. Pourquoi implanter le parti? Parce que nous sommes, il faut le dire, à l'époque, en présence d'un parti unique. Et le FLN n'entendait pas un pluripartisme dans l'Algérie indépendante. Il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Il était pour le parti unique. Donc, diriger le parti unique,
Être à la direction du parti unique, c'est diriger le pays. Et c'est très important. Donc, le premier texte qui est plutôt un texte idéologique, est discuté pendant 4-5 jours. Il est discuté en plénière. On prend des notes. Une commission est désignée qui est chargée, elle, la commission, de tenir compte de tout ce qu'a dit le Congrès pour ensuite faire le texte définitif. Ça a été fait, ça a été soumis à l'Assemblée. À ce moment-là, vote unanime. J'attire votre attention sur ce point. Le vote est unanime. Ce qui veut dire que plus tard, lorsqu'il va y avoir litige au sein du FLN et cassure, ce n'est pas une cassure idéologique. On ne peut pas dire qu'il y avait des révolutionnaires, des contre-révolutionnaires, des socialistes, des antisocialistes. Non. Il va y avoir cassure, on va le savoir pourquoi. Alors, lorsqu'on arrive au deuxième point, qui est la création du parti et la direction du parti. Direction du parti, l'habitude au sein du CNRA, c'était un peu curieux. Personne n'était candidat. Il était, j'allais dire, honteux d'être candidat. Pourquoi? Vous avez affaire à oui, il y avait exactement 52 personnes qui toutes sont maquisards, responsables, qui ont un passé extraordinaire. Se présenter soi-même comme candidat devant ces hommes, c'est un peu porter atteinte presque à leur considération. Donc, on avait l'habitude de créer une commission de sondage. Cette commission de sondage entend tous les membres du CNRA à titre particulier et de façon tout à fait spéciale et sur un plan absolument anonyme. C'est-à-dire, chacun dit exactement qu'est-ce qu'il prévoit comme direction. Il donne certains noms. Et cette commission, ayant entendu tout le monde, va proposer en plénière une direction de certains membres. Lorsque la commission, je cite un nom parce qu'il est décédé, c'est Mohamed Ben Yahya, qui était président de cette direction, de cette commission de sondage, au bout de 24 heures de sondage, il revient à l'Assemblée pour avouer l'échec de la commission. Si vous permettez, je vais vous lire rapidement ce qu'il dit. En ce qui concerne le problème de la désignation de la direction, nous avons entendu les avis de tous les membres de l'Assemblée. À la lumière de ces avis, nous avons essayé de proposer à vos suffrages une liste susceptible de recueillir la majorité des 2/3 et qui soit acceptable par les frères qui la composent. Nous avons le triste devoir de vous informer que nous avons échoué dans notre mission. En conséquence, nous vous proposons, sans aucune ouverture des débats, de désigner une autre commission. Donc, Ben Yahya, dans sa sagesse, dit « Nous ne rouvrez pas les débats », parce qu'il s'était rendu compte que ces hommes, ils sont 52 présents, il y en a 17 qui sont représentés, qui viennent de partout, certains ont été en prison, d'autres ont été dans les maquis. La lutte crée des sentiments de fraternité, d'amitié et aussi d'inimitié, surtout une lutte armée. Donc, Ben Yahya, sage, a dit « N'ouvrons pas les débats ». Malheureusement, quelqu'un a ouvert les débats. Il faut aller très vite, je ne dirai pas les noms. On rouvre les débats et là, évidemment, au cours de ces débats, il y a une altercation très violente entre le président, je citerai que les noms des morts, le président... Si, des noms, allez-y. Oui, je ne citerai pas les noms des vivants. Entre le président Ben Khadda et le vice-président Boumediene. Altercation violente et qui fait qu'au bout d'un moment, de plusieurs heures de discussion, on arrive, le président de séance qui était à ce jour-là exceptionnellement, non pas Ben Yahya, mais Boudaoud, Omar Boudaoud, dit « Messieurs, silence, s'il vous plaît, silence ». Écoutez, la séance est suspendue, la nuit portera conseil, demain nous nous réunirons et nous trouverons la solution. Nous sommes encore suspendus jusqu'à ce jour. Le lendemain, le Congrès s'effiloche. Chacun s'en va de son côté. Pendant 3 semaines, on essaye de taire
cette divergence. La presse commence un petit peu à se dire, mais il n'y a pas eu de déclaration, il n'y a pas eu de communication publique, mais on commence à se dire, il y a vraiment anguille sous roche. Et c'est après, le 20 juillet 1962, que M. Ben Bella, avec son groupe, se retrouve donc à Tlemcen et fait une première déclaration en disant « Nous sommes majoritaires » et le groupe majoritaire a décidé que le bureau politique soit constitué de 5 personnes qui sont les 5 détenus d'Aulnois et 2 autres qui étaient Mohamed Saïd et puis Ben Allah. Je cite uniquement les personnes décédées. Et ces 7 personnes sont l'autorité suprême. Bien entendu, ceux qui n'étaient pas de cet avis ne l'ont pas accepté. Alors, Ben Bella dit, oui, j'ai la majorité, mais comment? Puisque nous avons été suspendus, nous ne sommes pas arrivés au vote. Ah si, nous ne sommes pas arrivés au vote, mais, estime-t-il, après le vote, de nombreux membres du CNRA m'ont signé un PV de carence contre le GPRA. Et c'est sur la base de ce texte, cette déclaration, que 2 jours après, le 22 juillet 1962, eh bien, le bureau politique constitué à Tlemcen, ou annoncé par le président Ben Bella, le bureau politique se déclare investi de tous les pouvoirs pour préparer l'Assemblée nationale constituante et obtenir, et lui ayant obtenu l'accord par voie de signature et d'adhésion de la majorité du CNRA. Alors, qu'est-ce que dit la proclamation du 22 juillet? C'est votre conclusion, M. Haroun. Pardon, décide de mettre en application la solution concernant la désignation du bureau politique telle qu'elle résulte du rapport du 6 juin. Et voilà comment le départ de l'Algérie indépendante s'est fait également dans la lutte, parce qu'il y a eu, bien sûr, un cessez-le-feu le 19 mars, mais il y a eu aussi un autre cessez-le-feu algérien le 4 septembre. Telle est l'histoire. En un mot pour conclure, la guerre de libération a été, pour ceux qui l'ont vécu, une véritable épopée. Mais elle a été faite par des hommes avec leurs qualités et leurs défauts. Je vous remercie. Merci monsieur Haroun pour cet exposé très vivant. Je donne la parole maintenant à monsieur Merdassi pour 10 minutes sur l'hypothèque des rapatriés. Merci. Tout à l'heure, en présentant M. Ali Haroun, vous avez signalé avec raison son ouvrage La 7e Wilaya. Et son autre ouvrage mériterait tout à fait d'être signalé, qui a été édité en Algérie, c'est L'été de la discorde, qui est une source d'information extrêmement précieuse. Bon. Merci d'abord de cette invitation à venir prendre part à cette journée. Avant d'aborder, enfin, parce que là, j'en reviens à l'intitulé de la manifestation, Algérie-France, comprendre le passé pour mieux construire l'avenir. On sait que cette construction de l'avenir peut être l'otage d'hypothèques de tous ordres. Et moi, je crois qu'il y a une hypothèque rapatriée qui interdit de regarder l'histoire et de la lire et de la comprendre, c'est-à-dire de comprendre le passé. Je vais essayer de le dire très rapidement, mais il y a un aspect qui est important pour le chercheur, l'historien. Bon, c'est d'abord le rapport à son objet, à son terrain, à son propre pays. Et ensuite, les systèmes d'échange concernant les rapports entre l'Algérie et la France, les systèmes d'échange qui permettent à l'information, à la connaissance de circuler. Tout à l'heure, il y a une de nos collègues qui appelait au décloisonnement de la recherche. Je peux vous assurer que depuis que j'ai commencé à travailler modestement sur ce terrain-là, cet appel est un appel récurrent. Bon, le fait est aujourd'hui, nous sommes dans un système d'échange inégal. Quand un ouvrage important sort en France, il est réédité en Algérie très rapidement. Quelle que soit la qualité des travaux faits
en Algérie, notamment dans les colloques, parce qu'il y a des colloques importants en Algérie. Je signale à notre collègue qui a parlé des femmes algériennes, des colloques importants qui ont été tenus à Skikda. Oui. Donc, il y a d'abord ce type de méconnaissance qui joue un rôle important. Comment peut-on construire l'avenir dans la méconnaissance du passé? Je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit, écrite, maintes reprises dans mon pays. La question est simple, est-ce que les Algériens connaissent leur histoire? La réponse, les Algériens ne connaissent pas leur histoire. Pourquoi les Algériens ne connaissent pas leur histoire? Les Algériens ne connaissent pas leur histoire pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a eu, au lendemain de l'indépendance, dans les conditions que Maître Haroun a rappelées, la mise sur pied d'un système politique autoritaire qui contrôlait le présent, l'avenir et qui contrôlait notamment le passé et l'histoire de la guerre d'indépendance. Donc il y a eu cette histoire institutionnelle, officielle, faite de mensonges, d'occultation, de manipulation, comment dire, de validation de la violence, de négation des dimensions politiques, des apports de l'histoire du mouvement national. Tout cela est une donnée réelle de l'Algérie indépendante. L'autre aspect, bon, maintenant il est de bon ton de stigmatiser les mensonges de l'histoire officielle en Algérie. L'autre aspect de cette question, c'est pourquoi les Algériens ont aussi accepté de cohabiter avec le mensonge, avec l'occultation, avec la manipulation. Moi, j'ai une thèse, enfin une hypothèse, parce qu'il est effectivement, il fallait donner le temps à la cautérisation des fractures, et notamment des fractures algériennes. Et ce qui fait qu'en fait, quand on évoque en Algérie la question de la colonisation, la question de la guerre d'indépendance, au-delà des mensonges, en fait, on est confronté à une manière de générique. En langue arabe, l'istimar, le rachem, c'est-à-dire la colonisation infâme. Bon, mais en fait, on ne connaît pas, on n'a pas réfléchi, on n'a pas étudié, pour reprendre l'expression de Sylvie Thénault tout à l'heure, on n'a pas étudié notre histoire orale et pâquerette, c'est-à-dire dans quelles conditions nous avons vécu la colonisation, nos parents, nos grands-parents, nous-mêmes qui avons connu la colonisation et la guerre, et quelles étaient les positions des uns et des autres. Bon, pour faire court et venir à l'objet de mon intervention, il y a une manière de consensus sur le colonna, le grand colonna, qui est un peu opposé. Colonna, effectivement, exploitant, qui a bénéficié des dépossessions des terres, puissant, qui a bloqué les réformes, qui avait un impact politique au niveau du Parlement français, au niveau des lois et des réformes proposées par le gouvernement métropolitain. Tout ça est exact. Mais l'autre pendant, c'est ce qu'on appelait le petit peuple. Le petit peuple blanc, les Européens d'Algérie, de la quotidienneté. Et ce sont ceux-là qui m'intéressent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut rappeler à la mémoire que dans ces rapports à la France, donc à la puissance tutélaire, les Européens d'Algérie, qui sont des migrants francisés en 1889, ont été aussi travaillés par un syndrome algérianiste qui poussait dans les années 30 jusqu'à une hypothèse d'autonomie par rapport au gouvernement français. Deuxièmement, il y a ce socle, et je reviens à l'intervention de Guy Pervilliers tout à l'heure, l'Algérie française a été un cadre d'acculturation et d'assimilation pour ces migrants qui venaient de partout, d'Espagne, d'Italie, de Malte, de Suisse et d'Allemagne. C'est qu'il y a eu un socle européen d'Algérie, et pour juste la précision des termes, quand il y a eu les négociations d'avions qu'a évoqué mon ami Mohamed Ahmed tout à l'heure, dans les textes officiels, on ne parle pas des Français d'Algérie. On parle des Européens d'Algérie. C'est pour dire qu'il y a aussi, semble cette manière de singularité. Aujourd'hui, c'est quand on revient à se passer 50 ans après, il y a une récurrence de ce que j'appelle moi le syndrome ou l'hypothèque rapatriée. Il faut rappeler dans quelles conditions s'est fait le rapatriement. En fait, il n'y avait pas eu rapatriement. Il y a eu un départ massif. Il y a eu un choix d'abandon de l'Algérie par les Européens d'Algérie. Parce que là encore, il faut remettre l'histoire en perspective. L'une des motivations de la guerre de l'OAS contre la politique générale de Gaulle, c'est dénoncer et combattre la politique de l'abandon. En fin de compte, qui a abandonné l'Algérie?
ce sont les Européens d'Algérie qui avaient bénéficié, dans le cadre des négociations d'Évian, des garanties du gouvernement algérien, du GPRA et des garanties notamment du gouvernement français. Ça ne les a pas empêchés de partir. Il faut revenir aussi sur les conditions de ce départ. Donc le rapatriement s'était imposé dans l'espace public français au pouvoir public. Parce que ce n'était pas un projet, et Mohamed l'a rappelé avec raison, l'hypothèse d'un départ massif des Européens n'était évoquée ni par les négociateurs français, ni par les représentants du GPRA lors des négociations. Bon. Le ministre de l'Intérieur du GPRA tablait sur le maintien d'un minimum de 600 000 Européens en Algérie pour dire que l'hypothèse de ce départ-là n'était pas évoquée. Maintenant, ce départ s'est effectué. Et c'est à partir de là que naît ce que j'appelle moi le premier communautarisme dans la société française et dans la République française, c'est le communautarisme rapatrié. À partir des conditions de départ, bon, il y a un discours qui domine le discours de l'histoire savante. C'est le discours des manifestations, des commémorations et des médias. Et dans ce discours-là, l'identification récurrente des rapatriés, de la communauté rapatriée, c'est une identification victimaire. Les rapatriés sont des victimes. Là, je pense qu'il faudrait revenir à l'histoire telle que racontée par les acteurs eux-mêmes et notamment par ceux qui ont animé et dirigé l'OAS. Les rapatriés, pour l'essentiel, et je ne dis pas la totalité, c'est comme pour la même chose. Quand on parle des engagements du peuple algérien, moi je mets plus qu'un bémol. Tous les Algériens n'ont pas été au FLN, ni en même temps, ni pour les mêmes raisons. Ça a mis un certain temps à se décanter. Bien entendu, il n'est pas dans mon esprit comme l'idée d'assimiler la totalité des Européens d'Algérie à l'OAS et à cet engagement. Mais pour l'essentiel, les Européens en armes, c'est-à-dire ceux qui étaient organisés dans les unités territoriales, et je renvoie au témoignage de Jean-Jacques Susini, qui est sur ce plan-là est au-dessus de tout soupçon, ce sont des guerriers civils, des civils armés qui ont fait la guerre. Qui ont fait la guerre notamment aux populations civiles en Algérie, et notamment aux musulmans algériens, qui ont frappé aussi des libéraux européens, qui ont frappé aussi les gendarmes français, qui ont frappé les CRS français, et par la suite les soldats français. Donc ceux qui reviennent en France au courant de l'année 1962, ce ne sont pas des victimes. On dit parce que la compréhension, parce que moi j'étais à Marseille il y a 3 mois, à l'ouverture d'une manifestation, j'ai encore entendu FLN assassin. 50 ans après FLN. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, dans la profondeur de leur conviction, contestent la légitimité du combat des Algériens pour l'indépendance, légitimité qui a été longtemps représentée par le Front de Libération Nationale entre 1954 et 1962. Sur cela, il faut s'interroger. Il faut s'interroger parce que le discours victimaire des rapatriés est largement relayé par les médias en France, sans examen critique. On ne leur dit pas, mais quelles étaient vos positions? Est-ce que vous avez, vous, pris des armes? Est-ce que vous avez participé? Donc il faut revenir à la perspective historique. Une large partie de ceux qui se réclament du rapatriement ici, en France, aujourd'hui, ce sont des vaincus de la guerre. Il faut bien dire, il faut revenir aux conditions dans lesquelles l'OAS, dès sa création en janvier 61 en Espagne, et ensuite son implantation en Algérie, a conduit une guerre déterminée, avec des objectifs précis qui ont été formalisés par Salan, qui ont été formalisés par Jean-Jacques Susini, et dont l'objectif, bon, l'un des objectifs au moins, était de rendre absolument inapplicables les accords d'Évian et ce qui allait amener à l'indépendance de l'Algérie. Donc ce sont des acteurs de la guerre. Pas d'une guerre périphérique, parce qu'à partir de 61 jusqu'à juillet 62, ils sont au cœur de la guerre, ils sont un marqueur de l'évolution de la guerre d'indépendance algérienne. Donc il faut revenir un peu sur tous ces aspects-là, appeler un chat, ce sont des vaincus de la guerre. L'OAS et les Européens qui ont fait cause pour l'OAS, qui ont pris des armes, qui ont participé à des massacres de civils au quotidien, ceux-là, ce sont des soldats en armes vaincus, qui ont choisi le repli. Donc, en même temps, quand on lit ce qui s'écrit, ce qui se dit, sans discussion,
l'exode a été, on le comprend, imposé. Mais par qui? Mais puisque la thèse récurrente, y compris reprise par les historiens, c'est que le FLN a été battu militairement. L'ALN n'existait plus. Expliquez-moi comment une ALN qui n'existe plus peut imposer par ses armes un départ forcé à la communauté européenne. Expliquez-nous comment le FLN, battu militairement, pouvait tuer encore des civils en Algérie en 1962. Je rappelle simplement, pour mémoire, la recommandation du président Benyassou Benkhada, président du GPRA, donnée aux hommes de la zone autonome d'Alger au moment où il y avait des discussions avec l'OAS en disant ne pas répondre aux provocations, ne pas utiliser, demander à nos militants politiques et à nos militants en armes de garder le calme et de garder la discipline. La stratégie du Front de Libération Nationale, c'était de conduire à son terme des négociations qui étaient très avancées. Ce n'était pas de porter les armes contre les populations européennes, ni d'imposer le départ des Européens d'Algérie. Donc ces éléments-là doivent être rappelés à la mémoire et au débat. Bon, pas de manière, je veux dire, bon, mécanique. Moi, je connais et je suis, comme dirais, vraiment très heureux de les rencontrer, des Européens d'Algérie qui avaient pris fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie, qui sont organisés, y compris en France, mais dont la voix ne passe pas. Il y a des organisations de pieds noirs progressistes. Ben, on ne les entend pas, on ne les lit pas. Il n'y a que la voix récurrente, la voix victimaire des rapatriés qui domine. De mon point de vue, c'est une hypothèque. Chaque fois qu'il y a une manifestation en rapport avec l'histoire de l'Algérie, bon, cette hypothèque est réactivée. Elle n'est pas réactivée parce que... Que reste-t-il de ceux qui ont vécu en Algérie? Aujourd'hui, ils en sont à leur 3e génération. Donc, il y a un aspect strictement politique. Il y a des courants politiques en France qui continuent d'alimenter, de réactiver cette mémoire victimaire. Bon, pour des fins, bon, si je veux dire, dans le sud de la France, c'est pas simplement dans le sud de la France. Vous connaissez la carte politique française bien mieux que moi. Bon, Monsieur Médarcy, il faut qu'on... Oui, non, mais j'ai dit l'essentiel, c'est-à-dire que maintenant, il faudrait peut-être passer au cap des échanges d'historiens et des échanges entre les historiens et leur société. Parce que on se connaît, on connaît nos travaux, mais on n'impacte pas la société. Tant que les sociétés, la connaissance, le savoir historique, celui de Sylvie Thénault, celui de Gilbert Ménier, de Pervilliers, de Stora, n'arrive pas aux Français ou aux Algériens. Ce sont les ersatz d'histoire qui prennent le pas. Ce sont les histoires de l'immédiat qui prennent le pas. Ce sont les récurrences des discours convenus qui prennent le pas. Et effectivement, pour construire l'avenir, et il est dans l'intérêt de mon pays et du vôtre de le construire sur des bases de sérénité, d'apaisement et aussi de connaissance, il faut lever les hypothèques et notamment lever cette hypothèque des rapatriés. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Merdarcy. Monsieur Connelly, il vous revient de conclure cette table ronde. Vous avez un regard extérieur, vous êtes le seul à avoir peut-être un regard extérieur, en fait, ni français ni algérien, donc c'est d'autant plus utile. Et vous donne toute la liberté pour nous commenter comment la guerre d'Algérie a donné l'indépendance à la France. Donc c'est une question un peu renversée. Merci. Je m'excuse, je suis le dernier avant le déjeuner. Et puis c'est pas facile à moi et à vous aussi. Je suis désolé pour ça. Mais d'abord, je voudrais poser la question, pourquoi 50 ans après la guerre d'Algérie, beaucoup de gens s'en souviennent encore comme un drame national? La question est encore, comment est-ce que la société française a survécu à ce traumatisme national? Et comment la France a finalement donné son indépendance à l'Algérie? Mais je pense que la guerre d'Algérie doit être considérée comme un conflit international. Je dirais que pour comprendre cette histoire, nous pourrions plutôt nous demander comment comprendre la guerre d'Algérie dans un contexte plus large, un contexte mondial. Les historiens ne peuvent pas prouver que l'indépendance était inévitable. Il se peut qu'avec une stratégie différente, dans un monde différent, il y aurait un résultat différent. Mais ce que nous pouvons faire est d'expliquer comment cette guerre particulière a été combattue. Comment pouvons-nous expliquer non seulement comment la France a perdu,
mais aussi comment le FLN a gagné. Elle a été la première guerre pour la libération nationale moderne. C'est ce qui en a fait un modèle pour l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat et aussi un modèle pour le Congrès national africain de Mandela. Les rebelles mis l'accent sur les correspondants étrangers, l'ONU et l'opinion internationale. Elles emploient comme arme les droits de l'homme et les conférences de presse visant l'opinion mondiale et le droit international plus que les objectifs militaires. À la fin, ils ne se sont plus risqués à franchir les barrières fortifiées autour de l'Algérie, mais les ministres algériens ont rallié contre la France la majorité de l'Assemblée générale de l'ONU, ont obtenu les honneurs lors d'innombrables conférences internationales et ont obtenu des salles d'honneur dans de nombreux pays. Les armées et les responsables rebelles au Maroc et en Algérie, en exil, étaient fournis et financés par des pays aussi divers comme l'Arabie saoudite et la Chine communiste. Ces réalisations, à leur tour, ont encouragé les insurgés en Algérie à continuer leur lutte. Pendant toute cette période, les dirigeants français ont été frustrés par le manque de soutien de leurs alliés américains. Ce n'était pas seulement parce que l'Algérie avait acquis 1 million de colons, mais parce qu'ils jugent qu'elle était en première ligne de ce que le ministre des Affaires étrangères à l'époque s'appelait un choc de civilisation. C'était même dans les années 50 que les dirigeants français ont appelé la guerre comme un choc de civilisation. Et c'était pour ça qu'il avait l'idée qu'il est naturel pour ses alliés, et surtout les États-Unis, de faire l'appui. La défaite en Algérie, qu'ils craignent, aboutirait à la propagation d'islamisme fanatique, peut-être impliquer des immigrés musulmans sur le territoire français lui-même. Mais pour le président de Gaulle, en essayant d'intégrer pleinement l'Algérie à la France, a également posé des dangers. C'était une conversation avec Guy Parvillier à l'époque qui a donné la raison. Je cite, « Si nous faisions l'intégration, si tous les Arabes et Berbères d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s'installer en métropole, alors que le niveau de vie est tellement plus élevé? Mon village ne s'appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées. » De Gaulle a accepté que l'Algérie aurait une certaine forme d'autonomie limitée dans une grande fédération, mais pas une véritable indépendance, et absolument pas la souveraineté. Mais il est devenu obsédé par l'impact de la guerre sur l'influence de la France dans le monde, et surtout sa dépendance sur le soutien des États-Unis dans ce conflit international. De Gaulle aimait prétendre que la France a donné son indépendance à l'Algérie. André Malraux l'a appelé une victoire sur nous-mêmes, comme c'était De Gaulle qui avait gagné et pas les Algériens. Mais De Gaulle a été frustré par rapport à sa conception initiale et il a dû finalement accepter une totale indépendance. La victoire du FLN a été gagnée sur la scène internationale. Vu à travers ce prisme plus large, nous pouvons commencer à comprendre comment, libérée de ses fardus coloniaux, la France n'avait plus besoin de l'aide américaine pour les préserver. Les Français, en libérant l'Algérie, se sont également libérés eux-mêmes. Au lieu de reconnaître leur défaite, les Français devaient se souvenir que la guerre était une réussite, un combat mené par les Français pour racheter leur véritable France généreuse en donnant aux Algériens leur indépendance. C'est ce qui explique que De Gaulle ait combattu si longtemps et si âprement tout ce qui était susceptible d'internationaliser le conflit,
même après les accords d'Évian. Aujourd'hui, donc, les luttes annuelles à l'ONU, les affrontements avec les alliés, les campagnes diplomatiques tous azimuts sont bien oubliés. En revanche, l'usage de la torture, l'abandon des harkis et l'armature des pieds noirs sont devenus le plus répandu des secrets. Et pourquoi? Dans son célèbre essai « Qu'est-ce qu'une nation ?», Ernest Renan écrivait que l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses. Tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélemy, les massacres du Midi du XIIIe siècle. L'ironie est que seuls les Français peuvent comprendre ces allusions. Seuls les Français sont capables de l'acte collectif d'oublier. Pour Renan, avoir oublié ces antiques tragédies est pour les contemporains un devoir civique capital. Les albigeois et leurs persécuteurs, les huguenots et les catholiques, sont donc réconciliés comme un ensemble soudé par des drames nationaux, même s'ils auraient eu du mal à se reconnaître comme tels. Mais aujourd'hui, il est douteux qu'il y ait assez de Français qui se soucient suffisamment de divers épisodes des guerres de religion de l'Europe médiévale pour que l'acte collectif d'oublier ait cet effet incantatoire. C'est vrai pour les laïcs, mais plus encore pour les musulmans, qui ne restent guère de se passionner pour les luttes sectaires entre chrétiens remontant à plusieurs siècles. La guerre d'Algérie, avec le torture, le massacre de Charonne, l'abandon des harkis, est désormais la tragédie que les Français devraient oublier, et dont les protagonistes ressemblent le plus à la société contemporaine. Ils forment une part de la mémoire collective qui permettent même aux pieds noirs, les plus aimés, aux harkis les plus marginalisés, d'exprimer leur francité à travers des querelles qu'ils partagent avec leurs compatriotes. Ce qui était perçu à l'époque comme un conflit international et même civilisationnel est désormais rendu de façon rassurante comme une lutte menée par les Français pour la France. Comme un Américain, les gens me demandent pourquoi je m'intéresse à la guerre d'Algérie. La question n'a pas de sens que si l'on pense de la guerre comme quelque chose qui ne concerne que les Français. Mais je crois que l'histoire française a encore un sens universel et l'importance dans le monde entier. Si nous pouvons commencer à se rappeler la guerre d'Algérie comme un événement historique mondial, je pense que nous pouvons mieux comprendre les origines de notre propre temps, de notre époque. On pourrait même commencer à imaginer des façons d'appartenance, non seulement à une nation ou à une autre, mais à un monde qui semble se rassembler et se disloque à la fois. Cet en effet serait une victoire sur nous-mêmes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Connelly. On voit que vous êtes non méditerranéen parce que vous avez scrupuleusement respecté les 10 minutes qui vous étaient imparties. Il nous reste malheureusement peu de temps, donc je vous propose de prendre peut-être 3 questions et je vous demande vraiment de limiter vos questions le plus courtes, le plus concises possible, s'il vous plaît. Voilà, je suis très contente d'avoir entendu ce qu'on essaye de répéter depuis plusieurs années. Je ne l'expliquerai pas pourquoi. Je voulais poser une question peut-être indiscrète, mais très précise à Ali Haroun, parce que moi j'ai vécu pendant plusieurs années avec une confidence qui m'aurait été faite qu'au congrès de Tripoli, il y avait eu une âpre discussion pour savoir ce qu'on allait mettre dans la constitution algérienne, avec ceux d'un côté qui ne voulaient pas que figure que la religion serait la religion d'État, et ceux qui voulaient que figure
la religion d'État. Puisqu'il est mort, je peux dire que Ben Yahya a été un de ceux qui ont été contre cette solution. Et j'aimerais savoir, enfin, la vérité historique à ce propos. Merci Madame. On va prendre quelques questions en rafale et ensuite les intervenants répondront. Vous pouvez donner le micro, s'il vous plaît. Encore une fois, soyez le plus concis possible, s'il vous plaît. Il nous reste très peu de temps. Merci. Moi, je voudrais dire juste une chose. Monsieur Merdassi disait effectivement que les Algériens ne connaissent pas leur histoire, mais les Français ne connaissent pas leur histoire algérienne. Et il en est vrai également pour les Français d'origine algérienne, les descendants donc de l'immigration, qui connaissent pas leur histoire, également de fait peut-être du silence pudique de leurs parents, mais également du fait du silence des manuels scolaires. Voilà, c'est tout ce que je veux. Merci monsieur. Une autre question? Tout d'abord, je voudrais, tout au début de mon intervention, dire, pour lever toute ambiguïté, qu'en Algérie, les Algériens ont été conscients qu'il y avait des Français libéraux qui avaient compris les injustices dont étaient victimes les Algériens et qu'ils défendaient en plus les intérêts des petits blancs qui étaient aussi des victimes innocentes, et que nous n'oublions pas qu'il y a de ces Français libéraux qui ont participé aux côtés de la guerre d'Algérie, qui ont été torturés et aussi qui ont été victimes de l'OAS. Voilà tout, pour enlever toute ambiguïté. Maintenant, je voudrais aussi dire qu'on ne peut pas écrire l'histoire de l'Algérie sans se référer aux archives de la révolution algérienne et en les mettant et en les transcrivant fidèlement. Parce que ces archives de la révolution algérienne que j'ai lues en détail, comme les procès-verbaux du CNRA, montrent bien les problèmes de la révolution algérienne depuis le début. Il ne s'agit pas de prendre un PV et de le schématiser à l'extrême. Alors je vais vous donner, s'il vous plaît, un exemple concret. Non, je voudrais juste une dernière question. Il faut donner le micro pour une dernière question. Excusez-moi, madame, c'est pour partager le temps avec tout le monde. Excusez-moi. Il nous reste très peu de temps, madame. S'il vous plaît, donnez le micro à une autre personne. On a entendu votre message. S'il vous plaît. Qui a beaucoup survolé les PV Mais nous manquons de temps, madame. S'il vous plaît, donnez le micro à une autre personne, par exemple, s'il vous plaît, donc il y avait, en ce qui concerne la discussion de l'accord des Rousses, des accords d'Évian, il faut savoir que ça a soulevé, bien qu'ils aient été votés, le mécontentement des participants, et qu'après, c'est justement au CNRA qu'on n'a pas voulu prendre en compte, quand il y a eu cette fameuse commission dont vous parlez, monsieur Haroun, à ce moment-là, on a bien vu que les négociateurs des accords d'Évian, à savoir Khenim Merqasem et Ben Reda, n'avaient pas. Et à ce moment-là, il y a eu un procès verbal de carence qui a été dressé. Veuillez donner le micro, s'il vous plaît. Merci. La dernière question. Mes questions sont très brèves. Justement, j'étais à Philippeville au moment de l'indépendance et toute la foule criait « Aïe, Ben Reda ». Je n'ai pas bien compris qui l'avait désigné, Ben Reda, et comment il était disparu aussi vite, puisque vous avez parlé de Ben Bella dès la fin juillet. C'est ma première question. Deuxièmement, juste une mise au point. Il est souvent dit que dans cette fin de la guerre d'Algérie et au moment des accords d'Évian, le FLN était battu militairement. C'est surtout pour M. Matthew Connelly que je dis ça, et que l'indépendance est venue à cause des discussions internationales. Moi, j'étais lieutenant dans la presqu'île de Colo, et je peux vous dire que la presqu'île de Colo n'était pas pacifiée au moment du cessez-le-feu, puisque moi-même, étant plutôt pour l'indépendance de l'Algérie, j'étais en négociation avec le FLN qui était en face de moi et qui interdisait tout passage à l'armée dans la presqu'île de Colo. Dernière chose, monsieur Connelly. Non, monsieur, s'il vous plaît, il faut conclure aussi. Je suis désolé. Je conclue, non, mais c'est juste 2 secondes. Je suis en relation avec un officier américain qui m'a dit que les États-Unis s'intéressent toujours à la guerre d'Algérie. La preuve, c'est que la préparation dans les écoles d'officiers américaines, on passe le film de Pontecorvo pour la préparation de la guerre en Afghanistan ou en Irak. Voilà. Merci. Je propose que les intervenants répondent en 1 minute maximum. Désolé, parce que nous sommes vraiment... Mais oui, il faut libérer la salle à 13h pour que vous ayez le temps de déjeuner avant que ça reprenne à 14h. Je suis désolé. Monsieur Ali Haroun, vous avez été interpellé en premier. S'il vous plaît, répondez. En 1 minute. En 1 minute, s'il vous plaît, oui.
Chacun va répondre en 1 minute. Religion au congrès de Tripoli. Je confirme, il existe le PV du congrès de Tripoli, il est aux archives nationales, on peut le consulter. Deuxièmement, les problèmes idéologiques, religieux et autres ont fait l'objet de la plateforme de Tripoli qui a été rendue publique. Elle se trouve dans les archives également. Survoler les PV du CNRA, je les ai survolés en 10 minutes, je ne pouvais pas les étudier à fond. Je les ai lus, mais en 10 minutes, bien sûr, et j'ai même dépassé le moment. Belkhada a disparu rapidement. Pourquoi? En 1 minute, je ne peux pas vous le dire. Et peut-être vous pourrez le répondre à la sortie, alors, Monsieur Haroun. Monsieur Haroun, vous pourrez peut-être répondre à cette personne à la sortie. Ouais, à la sortie. Monsieur Merdersi. Non, très rapidement, la dame qui parlait de la question des archives, effectivement, moi je ne dirais pas les archives de la Révolution, je dirais les archives de la guerre d'indépendance, parce que quand on dit Révolution, on est déjà dans une problématique politique particulière. Les archives de la guerre d'indépendance sont globalement inaccessibles aux chercheurs. Ils sont sous-scellés au niveau du ministère de la Défense nationale, des historiens algériens. Et à leur honneur, pardon madame, à leur honneur, dans tous les colloques qui se tiennent en Algérie, demandent publiquement la libération des archives pour permettre aux historiens de travailler. Il y a une partie des archives qui a été déposée au niveau de la Bibliothèque nationale, notamment par l'historien Mohamed Harbi, auquel il faut rendre hommage. Donc on a un gros problème pour travailler effectivement dans des conditions ordinaires de la recherche. Bon. La plupart n'est pas accessible. Et j'ajoute une chose, parce que le passé est un enjeu de pouvoir. Parce que le passé en Algérie est un enjeu de pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il y a une privatisation de la mémoire de la guerre. Il y a une privatisation des documents. Il y a une privatisation des photos. Et ainsi de suite. Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Merci. Monsieur Meignier avant Monsieur Connelly. Bon, rapidos. Belkhada est éliminé dans l'été 1962. Il était président du GPRA depuis août 61. C'est simplement une prise de pouvoir sur le plan militaire par l'offensive de l'état-major général de l'armée des frontières qui vient à bout du GPRA. C'est clair. Tout le monde est d'accord. Deuxièmement, le fait que l'ALN ait été battu militairement. Je crois qu'il faut nuancer. Car vous avez raison, monsieur, de dire qu'il subsistait encore des unités de l'ALN. Mais elles étaient souvent cachées, elles étaient souvent dans des grottes, elles étaient souvent dans des forêts, parce qu'elles n'avaient plus d'armes. Et que vous aviez des barrages frontaliers qui les empêchaient d'avoir des armes. Et je ne suis pas sûr non plus que l'armée des frontières ait beaucoup insisté pour essayer de leur en faire passer. Voilà. Merci, monsieur Connelly. Merci. Et c'est un euphémisme. Concernant les archives algériennes, il y a 13 ans, j'ai travaillé aux archives nationales à Alger. À ce moment-là, je pense que peut-être c'était parce que je ne suis pas français, je ne suis pas algérien, j'étais un Américain et puis on m'a donné l'autorisation de consulter ces archives. Mais depuis ce moment-là, il y a beaucoup d'autres chercheurs qui travaillent là. Et moi, je suis d'accord, il est absolument nécessaire d'ouvrir toutes les archives de la France et d'Algérie aussi. Enfin, concernant l'influence de la guerre d'Algérie aux militaires américains, c'est absolument vrai. Ce n'est pas seulement le film de Pontecorvo, mais aussi beaucoup des livres sont lus aux États-Unis des militaires français anciens combattants de la guerre d'Algérie. Il y avait une grosse influence dans le développement de tactiques et stratégies counter-insurgency. Et c'est dommage, en fait, parce que plutôt il est une question de la tactique. On ne comprend pas comment les Algériens ont enfin gagné cette guerre. C'est-à-dire que les militaires américains se concernent encore avec les questions militaires et pas les questions politiques. Et c'est tout. Merci. Monsieur Morand-Amer. Rapidement, je voudrais dire qu'entre juillet et septembre, il y a eu une période de carence des institutions du FLN.
du fait de la disparition des institutions nées de la guerre, donc le GPRA et le CNRA, mais aussi du changement de la nature et du statut de l'armée de libération nationale, du fait de l'intégration en masse de dizaines de milliers de ce que les historiens appellent les Martiens. Donc, ces Algériens qui ont rejoint l'armée de libération à partir du mois de mars, et notamment à partir de juillet, et qui ont complètement changé la nature de l'armée de libération nationale. Donc, deux autres acteurs importants, donc ces Martiens et l'OAS, pour bien comprendre la physionomie de cette année 62. Merci beaucoup, merci à tous. Je partage votre frustration parce qu'on aurait bien discuté encore longtemps, mais malheureusement, c'est la loi du genre, il faut respecter le temps. Merci à tous.